La fille sans prénom, Michel Georgel. Prologue. Elle dit que tu es vieux, tu es malade, et ta maladie c'est d'être vieux. Elle dit que tu vas mourir. Pas aujourd'hui, bien sûr, ni même demain, mais bientôt. Bientôt? C'est combien de jours? De mois? D'années? Nouvel échange entre les deux Indiens. Elle ne peut pas savoir, mais pas des années, des mois tout au plus. Il rit. Comment pourrait-elle voir cela? On ne voit pas ce genre de choses en regardant les malades. Elle voit, c'est tout. Il rit encore. Qui est ce vieillard qui choisit de mourir dans cette île perdue de la mer Caraïbe? Une histoire commencée presque un demi-siècle plus tôt sur les granites d'une autre île, de l'autre côté de l'Atlantique, le seul point d'ancrage certain d'une longue dérive. Et d'un bout à l'autre de ce qui est tout de même l'histoire d'une vie, le souvenir d'une fille à peine rencontrée, mais jamais oubliée, parce que l'on peut tout oublier, sauf la vie même, la douleur de la vie, à la mer, au vent et au désespoir joyeux. Le vieil homme. Il n'est ni tout à fait endormi, ni tout à fait éveillé, une sorte de demi-conscience. Depuis combien de temps? 2 jours? 3? Plus? Parfois, il s'éveille assez pour boire. Il boit alors longuement, une eau sinon chaude, du moins tiède, mais qui le désaltère. Il boit encore, mais il ne mange plus. Il pourrait manger. On lui apportait des fruits qui suffiraient à le nourrir. Au début, il en mangeait lentement, avec effort certes, mais aussi avec une sorte de plaisir. Puis, même pour d'aussi simples repas, il s'est senti trop fatigué. C'est la fin, bien sûr, la dernière ligne droite. Combien de temps cela peut-il encore durer? Il n'en sait rien. Qu'importe. Que lui importe? Le bateau roule doucement, une berceuse douce. Sans avoir besoin d'ouvrir les yeux, il devine un peu de clarté de l'autre côté de ses paupières, comme de l'autre côté du monde. Le petit matin, sans doute. Ou bien un moment plus avancé d'un jour très nuageux. Il faudrait ouvrir les yeux pour décider, regarder l'heure. Peut-être même sortir sur le pont. Il le fera sans doute un peu plus tard, s'il lui reste assez d'énergie. Il a froid, mais seulement un peu. Il a eu chaud pendant la nuit et il goûte presque sensuellement ces instants de fraîcheur. Il découvre avec amusement que le froid a déclenché un total durcissement du bas-ventre dont il n'avait même pas conscience. Il s'amuse. Combien de milliards d'imbéciles ont-ils cru, et surtout fait croire à de naïves compagnes, qu'un tel état était autre chose qu'un simple réflexe mécanique, dépourvu de toute signification érotique. Bien à plat sur le dos, les jambes allongées, aussi bien que dans un cercueil. Sauf les bras qu'il a gardés le long du corps. Pourquoi les vivants jugent-ils nécessaire de joindre les mains de ceux dont ils vont pour toujours refermer les cercueils? Les bras le long du corps, tellement plus confortable. Plusieurs coups répétés contre la coque du bateau. Il réalise peu à peu qu'avant les coups, il y a eu des voix. Des coups encore. On va finir par abîmer la peinture. Il grogne, aussi fort qu'il peut. Il a entendu, il va bouger. Avec effort, il commence par s'asseoir. Violent vertige. Mais il se force. S'il ne parvient pas à se lever, ils vont encore frapper. Serrant les dents, il vient à bout du vertige. Peu à peu, prenant appui sur les cloisons, parvient même à se lever. On l'appelle, il crie. Il vient, il ne peut pas venir plus vite. Le voici au pied des marches qui mènent au cockpit. Comment pourra-t-il se hisser si haut? Mais il y parvient, plus facilement qu'il n'avait craint. Des visages, au niveau du plat-bord, une pirogue, avec 3 Indiens. Il reconnaît 2 d'entre eux. Ce sont les hommes qui lui ont vendu les fruits et fait comprendre qu'ils pouvaient mouiller. Le 3e ne lui rappelle rien. Il est plus vieux et encore plus petit que les 2 autres. Mais on comprend tout de même que c'est pourtant lui qui décide. Les Indiens parlent, les uns après les autres. Des gestes au secours des mots. Il devine. Ils ne veulent plus de lui, ils veulent qu'il appareille. Il hausse les épaules. Appareiller, il voudrait bien. Mais pour l'instant, il en serait bien incapable. Plus tard. Il parle, il explique, il fait des gestes avec les bras. Plus
plus tard. Il va reprendre des forces. Il partira. Les Indiens sont mécontents, surtout le plus vieux. Menaçant? Presque. Encore des paroles, encore des signes. Oui, il a compris, ils partent, mais ils vont revenir. Peut-être pour l'aider, peut-être pour le chasser. Quelle différence, quelle indifférence. Les deux Indiens les plus jeunes empoignent leurs pagaies, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière de la pirogue. Au centre, le plus vieux sait comme me recroqueviller. Il décide de ne pas redescendre dans la cabine. Le soleil est déjà assez haut dans le ciel, et il commence de faire chaud, mais il y a un peu de vent, un peu de fraîcheur. Il décide de s'allonger sur le coussin du cockpit. Il sera prêt quand ils reviendront. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.